Et donc, Kunan, aujourd'hui, l'approche systémique et stratégique. Et une première chose que je voudrais faire, c'est vous demander à chacun, chacune, si je vous dis systémique, quel est le premier mot qui vous passe par l'esprit? Alors, comme on n'est pas très nombreux, peut-être que vous pouvez lever la main et le dire. Hein. On ne va pas aller écrire dans le chat pour ça. Alors, qui commence? Si je dis systémique, qu'est-ce qui émerge dans votre esprit? Marie-Amélie? Connexion. Connexion? J'allais dire le même, alors je vais dire interaction. Interaction? Jacqueline? Moi, je dirais plus grand que nous, plus l'environnement complet. Ok. Béatrice? Interrelation. Ok. Catherine, peut-être? Ou Jean-François? Il y avait interaction aussi, il n'y a rien d'autre qui me vient. Oh, bah ouais, c'est pas grave. Je pense que tout a été dit. Tout a été dit Interaction déjà? plus globale. Ouais, pas de nouveaux mots. Miguel, pas de nouveaux mots? Non, c'est ça, j'aurais dit action-réaction, ce genre de choses. Action-réaction pour la systémique, ok. Peut-être la rétroaction. La rétroaction, Jean-François. Ah, là, ça devient précis. Stéphanie, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, je vous entends bien. Oui, voilà, super. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Okay. Il y a peut-être un mot qui émerge quand on dit systémique? Ouais, moi je pense vraiment à l'environnement, tout ce qui tourne autour de la personne, en fait, tous les différents liens que la personne a. Ok, d'accord. Et il y a Catherine qui nous a rejoint. Catherine, tu nous entends? Catherine? Non, Catherine ne nous entend pas pour l'instant. C'est pas grave. Ok, donc on voit que c'est beaucoup sur l'interaction, la relation. J'ai entendu rétroaction, qui est un mot quand même intéressant quand on parle de systémique. Kunan reviendra là-dessus. Ma première question, c'est qu'on entend, on entend beaucoup parler de systémique, hein, les relations et tout ça, mais en fait, ça vient d'où? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on en fait de la systémique? Dis-moi un peu. Alors, sans faire un cours escatadra de 2 heures, je suis sûre que tu peux tenir longtemps, mais donc brièvement, ça vient d'où? donc effectivement, en fait, la raison pour laquelle je voulais aborder ce sujet, c'est que la systémique, c'est un mot qui devient quasi à la mode. On le met un peu à toutes les sauces. Et au final, qu'est-ce que c'est, quoi? Je veux dire, c'est quoi? Ça vient, qu'est-ce que c'est? Et donc, le gros challenge, ça a été de me dire comment est-ce que je vais expliquer 6 ans de cours, puisque c'est ce que j'ai fait, en une petite heure. Et donc, je me suis dit, j'aimerais quand même vous ramener un petit peu à l'historique de c'est quoi, en fait, cette approche de Palo Alto, dite systémique et stratégique. Donc, j'ai fait une petite présentation PowerPoint que je vais vous présenter, mais c'est tout petit. C'est bon, tout le monde là? Vous la voyez? Oui. Bon, alors à la base, c'est une approche qui est tout à fait scientifique. Hein, on va employer les grands mots pour dire ce que c'est, qui met ensemble une fusion de 3 concepts, de 3 disciplines. Hein. Pourquoi est-ce que c'est né? C'est né par rapport à une réaction, je dirais, à la logique de Descartes. Le côté cartésien a dominé le monde occidental pendant des centaines d'années, enfin des siècles. Et au 19e siècle et le 20e siècle, toute une série de scientifiques, d'ingénieurs, d'économistes se sont dit mais non, c'est trop réducteur. C'est trop réducteur parce que la méthode cartésienne, la logique cartésienne ne peut pas expliquer les phénomènes complexes. Notamment, comment est-ce que des phénomènes complexes arrivent à maintenir certaines variables indépendamment de certaines conditions? Donc là, on arrive à quelque chose d'assez aride. Ils se disent, mais comment est-ce qu'il y a des régulations ici? Donc, il y a eu une fusion de 3
disciplines qui sont la cybernétique, la théorie générale des systèmes et la théorie générale de l'information, qui ensemble ont formé, alors, qui ont formé cette approche dite systémique. Alors, c'est quoi? Alors, je vais vraiment le faire en très, très court. Je vais essayer de ne pas le faire trop aride. La cybernétique, en fait, c'est la science qui étudie les mécanismes de communication et de contrôle. En gros, comment s'organise la régulation. Ça a été utilisé par les militaires aux États-Unis pour pouvoir envoyer des missiles sur des avions qui volaient. Donc, comment affiner une stratégie en fonction des feedbacks qu'on reçoit. Donc ici, ce qui est important à retenir pour nous, en tant qu'intervenants en coaching, en consultance, c'est cette notion de feedback. C'est cette notion de causalité circulaire qui casse complètement cette logique auparavant dite linéaire. Et donc, il y a ici une réaction par rapport à un feedback qui est donné. Soit un feedback qui, dans le jargon militaire, va dire où on augmente l'écart entre la cible et l'impact, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire un changement. C'est un feedback qui est un moteur de changement. Ou alors, au contraire, on reçoit un feedback qui va réduire cet écart, qui en fait correspond à un maintien dans un certain équilibre. Donc, un moteur de stabilité. Et ça, c'est très important parce que c'est la clé de l'explication de tous les phénomènes qui sont autorégulés, même des phénomènes qui sont dysfonctionnels, dans lesquels nous, on intervient, la plupart du temps. Donc, excusez-moi, je rentre dans des choses qui sont un petit peu théoriques, mais c'est important à savoir parce que c'est ça qui fait la base de je dirais, de la façon de penser, de l'approche stratégique et systémique. Donc, pour ce qu'il faut retenir pour l'intervenant ici, c'est que on n'est pas à la recherche de l'explication d'un problème donné, mais on se focalise sur la manière dont on s'y prend pour pouvoir l'arrêter. Oui. Donc, on n'est pas à la recherche de l'origine, mais sur qu'est-ce qui fait que le problème est là et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter. Alors, la deuxième théorie qui fait partie de cette discipline, c'est la théorie générale des systèmes. Et là, en fait, cette théorie nous apporte quelques propriétés qui sont importantes. 3 propriétés à retenir. Une première qui concerne ce qu'on appelle la totalité. C'est-à-dire que le tout est beaucoup plus que la somme des parties. Pourquoi? Alors là, vous allez deviner. C'est parce qu'il y a cette qualité émergente qui émerge de toute interaction, qui est beaucoup plus que juste une somme des propriétés de chaque élément. Et ça, c'est important parce que c'est ce qu'on utilise, cette qualité émergente, en tant qu'intervenant. Une deuxième propriété de cette fameuse théorie des systèmes, c'est le concept d'homéostasie. Vous en avez certainement entendu parler, ou peut-être. C'est un concept qui consiste à dire que tout système va tendre à se maintenir dans un équilibre donné. Et ça explique en fait cette résistance au changement. Pourquoi est-ce que la majorité des systèmes, enfin des groupes, des organisations, quand on introduit un changement, la première réaction, c'est la résistance. Parce que un système va toujours chercher à se protéger et pour se protéger, il va maintenir cet équilibre. Et là où c'est important pour nous de savoir, c'est que en fait, cet équilibre, il peut être maintenu même s'il est dysfonctionnel. Et c'est là où il est intéressant que nous, on intervient. Enfin, une troisième propriété qui fait partie de cette théorie, c'est la propriété de l'équifinalité. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que 2 systèmes avec des conditions initiales semblables vont évoluer d'une façon complètement différente. Alors que 2 systèmes qui ont des conditions de base tout à fait différentes peuvent arriver à un état tout à fait semblable. Donc là, ça rejoint l'idée que je disais tout à l'heure, c'est que l'intervenant systémique et stratégique ne cherche absolument pas à connaître l'origine des choses, mais reste dans l'ici et maintenant, uniquement dans l'ici et maintenant. On n'est pas dans le pourquoi,
mais on est dans le comment. Oui. Et enfin, la troisième théorie qui intervient dans cette discipline, c'est la théorie générale de l'information. Donc là, en fait, bon, pour vous donner un exemple, auparavant, tout était uniquement, je dirais, mesuré d'un point de vue très, très physique au niveau énergétique. Si vous tapez dans une balle de billard, en calculant l'énergie, la force, les angles, etc., on peut prévoir où cette balle va aller, où cette boule va aller. Par contre, si vous tapez dans un chien, vous donnez un coup de pied dans un chien, vous n'avez aucune idée de comment le chien va réagir. C'est impossible de savoir à l'avance malgré tous les calculs. Parce qu'il y a quelque chose chez le chien qui est important, c'est qu'il y a quand même un certain type d'information que le chien va pouvoir donner. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et l'information, on ne l'a que par rapport à, je dirais là, les personnes qui sont en face de nous. Et ce qui est hyper intéressant dans cette théorie générale de l'information ici, c'est qu'une information donnée, on n'aperçoit que si c'est différent dans l'environnement. Dans un environnement uniforme, on ne perçoit rien. Hein? On perçoit une information parce qu'il y a quelque chose qui ressort. Or, vous pouvez vous en douter, moi, ce que je perçois qui est différent pour moi est complètement différent de ce qui peut être différent pour vous, etc. Donc, en fait, on ne perçoit que ce qui est différent pour son propre regard. Et cela induit une action donnée qui est propre à la personne, du coup. Donc, en fait, cette théorie générale d'information, c'est vraiment cette étude de l'information qui va générer une certaine action, l'étude de la communication, l'étude de l'apparition des règles relationnelles qui vont apparaître lorsqu'une deux personnes se mettent ensemble. Les relations, quand, par exemple, on va dire, deux personnes se parlent d'une certaine façon. Elles se parlent d'une certaine façon parce qu'elles ont établi naturellement des règles relationnelles comme ça. Ça n'a pas été dit ensemble, c'est parce que quelqu'un a réagi par rapport à l'autre et ça tourne en rond. Oui. Et comme dit Václavic, on ne peut pas ne pas communiquer et que tout message en fait entraîne une réponse. Là où c'est hyper important pour nous en tant qu'intervenants, c'est que ce côté communication, c'est l'outil, un des outils principaux d'intervention. En fait, l'intervenant en stratégie, en approche systémique et stratégique, c'est en premier la communication et la relation, en plus d'une logique stratégique qui doit mettre en place. Alors, je suis désolée, je commence avec quelque chose de super aride, mais vous pouvez tout à fait poser des questions. Je vais donner des exemples pour rendre la chose un petit peu plus fluide. Alors, là, jusqu'à présent, je parlais de systémique, mais l'approche de Palo Alto, c'est non seulement une approche systémique, mais c'est aussi une approche stratégique. Donc, j'aimerais un petit peu avant par rapport au concept qu'on utilise. Il y a quelque chose qui est très important qu'on utilise dans cette approche, c'est le concept de constructivisme. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. En fait, la définition que nous donne Gregory Bateson, qui est une des figures prominentes de cette pensée, c'est qu'il dit qu'on appréhende une certaine réalité en ayant une théorie qui nous permet de la comprendre, d'accord ? Et chacun de nous a sa propre théorie qu'il a construite par ses expériences de vie. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est hyper important parce que l'approche qu'on va avoir est résolument constructiviste. Et en l'occurrence, elle sera absolument non normative. Il n'y aura pas de bien, de mal, de il faut, les choses ne sont pas comme ça. C'est par rapport à la vision de la personne, du système qu'on a en face de nous, et on part à partir de là. Donc, le mode d'intervention stratégique est fort fondé là-dessus, sachant que
Je vais vous montrer tout de suite la fameuse boucle d'interaction dont parlait qui parlait de ça tout à l'heure. Enfin, je vais vous la montrer. Hops, la voici. Hein? Quand on intervient avec cette approche, on prend en compte, ici je parle d'un individu, hein, mais ça peut être un individu, ça peut être un groupe, mais bon, ce qu'on appelle son mode réflexif, hein, sa logique, ses théories, ses croyances, ses émotions, sa construction du monde, ses souvenirs. Et on va prendre en compte son mode processif, c'est-à-dire l'action qu'il va mettre en place, qui est dans l'ici et maintenant, qui aura un certain impact sur son environnement, qui peut être une autre personne, son équipe, etc. Donc en fait, ce genre de boucle en fait, se démultiplie sur autant d'intervenants qu'il y a dans un système. Le boulot d'un intervenant en approche de Palo Alto se fait à deux niveaux. Ça se fait sur le réflexif qu'on va traduire sur le processif. Oui. Et là, je vous l'ai montré tout à l'heure, en fait, ce qui caractérise le mode d'intervention stratégique, vient de tout ce que j'ai expliqué avant. Donc concrètement, l'intervenant en Palo Alto, hein, il aura résolument une perspective interactionnelle, que sur l'interaction, pas sur la personne, pas sur l'individu. C'est uniquement sur ce qui se passe dans l'interaction. Il aura une focalisation sur le présent, sans une recherche particulière sur l'origine des choses et du pourquoi et du comment. Ça, c'est vraiment hyper important. Il va vraiment avoir une vision totalement constructiviste et utiliser la vision de la personne, la vision du monde de la personne. Donc, pour pouvoir intervenir avec cette approche, il faut rentrer dans la logique de la ou des personnes que vous avez en face de vous. Pour pouvoir l'utiliser, je dirais, et amener d'une façon stratégique cette personne à réagir différemment. Alors, ce qui est aussi intéressant à savoir, et ça c'est intéressant pour les coachs, surtout s'ils ont été formés version ICF, c'est qu'un intervenant, et je dis intervenant parce que ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, qui utilise l'approche de Palo Alto, peut être tout à fait interventionniste et peut avoir un langage relativement injonctif. Alors, qui dit injonctif ne dit pas je vais vous donner des ordres, hein, pas d'une façon, parce que, encore une fois, ce qui est important, et ça fait partie des outils principaux de l'intervenant, c'est la communication et la relation. Il y a toute cette subtilité de donner une injonction en rentrant dans la relation avec la personne. Ouais. Alors là, je ne fais que parler, mais... Ouais, Queenan, tu parles beaucoup, mais tu as beaucoup à dire. Hein. Mais moi, il y a quand même un mot qui me titille. Donc, déjà, ce côté interventionniste, injonctif, tu viens d'en toucher un mot. Mais moi, la deuxième ligne, la logique stratégique, elle me titille aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets en place vraiment des stratégies à l'avance pour pouvoir intervenir sur les équipes comme ça? À l'avance, non, mais uniquement avec ce qui émerge. Donc, avec ce qui émerge et avec ce qu'on entend de la logique de la personne. Donc, pour ça, en fait, pour pouvoir élaborer une stratégie, et alors attention, il ne faut surtout pas le prendre d'une façon négative, ce n'est pas dans le sens stratégie et puis il y a quelque chose de malsain derrière ça. Quand on parle de stratégie, c'est vraiment trouver un moyen pour que la personne ou les personnes ou les intervenants dans le système fassent quelque chose de différent pour que le problème disparaisse. Et donc là, ça me fait revenir sur ce qui, en fait, sont les prémices fondatrices de cette intervention stratégique. Alors, ce qu'il faut tout le temps avoir en tête quand on intervient avec cette grille de lecture-là, hein, bien évidemment,
c'est que c'est ce concept d'homéostasie. Et qu'un système même dysfonctionnel tend à rester en homéostasie dans son système dysfonctionnel. D'une façon, le pourquoi, à la limite, on s'en fout. C'est pas ça le plus important. Mais il se trouve que c'est comme ça. Une prémisse importante, c'est que donc dans cette grille de lecture-là, le problème d'une situation dysfonctionnelle ne persiste que s'il est maintenu par le comportement de la personne ou des personnes qui constituent le système. Donc, ce que ça dit, c'est que un problème ne perdure que parce qu'il est maintenu, en fait. Et que la troisième prémisse qui est très importante, c'est qu'on part du principe que si le comportement qui alimente le problème est modifié ou éliminé, alors ce problème disparaîtra. Et c'est ça qui est notre ligne logique d'intervention. Donc toute l'idée, c'est là où la stratégie intervient, parce que la réflexion doit se mettre là, c'est l'identification de qu'est-ce qui crée cette homéostasie et l'identification de ce qu'on appelle en fait les tentatives de solution. C'est-à-dire que tout ce qui est mis en place par la ou les personnes qui constituent un système pour en fait maintenir, voire aggraver le problème. Parce que le but, c'est en fait d'inverser ces tentatives de solution, de les éliminer, voire de les inverser, tout en utilisant la logique de la personne. Okay. Donc, si je comprends bien, là, c'est sur les comportements des gens que vous allez agir, pas forcément en systémique, c'est sur les comportements des gens pour faire expérimenter au système d'autres comportements qui vont donner vraiment d'autres résultats et donc faire disparaître le problème. C'est ça? Tout à fait. Et en fait, ça va remplacer ce que les gens pensent mettre en place pour résoudre le problème, mais qui en fait, c'est ce que tu appelles les tentatives de solution, mais qui en fait ne font qu'alimenter le problème et garder l'homéostasie. Donc c'est ça que tu vas remplacer ce que les gens pensent qu'ils font de bien pour changer, mais qui ne marchent pas, par des choses différentes qui, elles, vont vraiment faire disparaître le problème. C'est ça? Tout à fait. Donc, on n'est pas en train de remettre en cause l'intention de la personne, mais de la façon dont elle s'y prend. Quand je dis la personne, ça peut être là ou les, mais de la façon dont elle s'y prend pour essayer d'éliminer ce qui la dérange et qui, en fait, maintient le problème. Ouais. Tu aurais un exemple, là, peut-être? Oui. Pour que ça parle. Oui, j'en ai plein. Oui, je n'en doute pas. Alors, par exemple, récemment, j'ai coaché une équipe. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme un problème dans cette équipe? On avait cette manager qui venait d'arriver dans cette équipe qui était là depuis très longtemps. Elle est nouvelle, donc c'est elle la nouvelle venue. Et elle vient d'un environnement où ça pulse, ça va super vite, etc., etc. Un peu ambiance consultant plus et tout ça. Et elle arrive chez des gens qui sont relativement pépères et qui n'ont jamais été trop poussés sur les deadlines, tout ça, challengés. Et n'arrivent pas déjà à bien se comprendre par rapport aux attentes des uns et des autres. Et très rapidement, ce qui se met en place, c'est un système où la manager se plaint en continu de cette équipe qu'elle va accuser de ne rien faire du tout. Ils ne font rien. Ils ne sont pas professionnels, ils ne respectent aucun deadline, et puis au final, c'est moi qui fais tout le boulot. Parce que sinon, c'est juste impossible à faire. Et elle râle, et elle râle, et elle râle. Et elle fait tout. Quand on va voir l'équipe, alors le ressenti chez eux, c'est, alors elle, c'est une super speedée, elle ne communique pas, elle ne comprend pas, elle ne cherche pas à savoir comment on fait ce qu'on fait, et elle fait du micromanagement comme jamais. Elle prend tout, elle fait tout, elle contrôle tout. C'est juste ultra démotivant, c'est affreux. Et puis voilà, bon, si c'est comme ça, elle n'a qu'à tout faire. Et puis comme ça, elle sera contente parce qu'elle peut le faire à sa façon.
Donc, du coup, on arrive à un système où ça tourne en rond, où si on devait le dessiner, on aurait un côté ici où c'est ceux-là, ce que je pense, c'est qu'ils sont non professionnels. De l'autre côté, c'est elle, c'est une control freak. D'un côté, c'est je te contrôle à mort parce que je ne peux pas te faire confiance. Et de l'autre côté, le fait de contrôler à mort, c'est eh ben, je ne fais plus rien parce que de toute façon, tu ne me fais pas confiance. Et c'est comme ça que ça tourne en rond. Vous voyez? Donc là, le système dysfonctionnel, il est comme ça, chacun essayant de le résoudre à sa façon. C'est genre, plus je leur donnerai, d'un côté la manager, plus je leur donnerai je serai dur avec eux et je serai sur leur dos, je vais leur apprendre à être professionnel. Et plus elle fait ça, plus les autres, moins les autres bossent. Donc ça ne marche juste pas. Maintenant, aller dire à quelqu'un qui est très très contrôlant d'arrêter de contrôler, c'est quasi impossible. Il faut rentrer dans sa logique. Okay. Sa logique, c'est je contrôle parce que je veux que ce soit bien. Très bien. Ce qui est important dans une approche systémique et stratégique, c'est qu'on utilise tous les éléments du système qui sont à disposition. Et ici, le terme stratégie, eh bien, je vais le mettre sur la réflexion sur où est-ce que moi, je vais rentrer pour pouvoir casser le système qui est mis en place. Quelle est la porte d'entrée la plus facile? Celle qui va mettre justement le petit grain de sable dans le système. Donc, moi, ce que j'ai fait avec cette équipe, finalement, en explorant avec eux, assez rapidement, ils s'est aperçu qu'il y a une personne chez eux avec qui ça se passe plutôt bien avec la manager. Et comment fonctionne cette personne-là? C'est la seule personne qui a une relativement bonne relation et qui a à peu près la confiance de la manager. Et comment est-ce qu'elle fait? C'est parce qu'elle lui donne toutes les infos. Elle lui donne tout. Elle ne fait aucune rétention d'informations et elle donne tout. Donc, en fait, ça paraît contre-intuitif, mais c'est justement ça, en fait, qu'ils ont décidé de mettre en place. C'est-à-dire que par rapport à quelqu'un qui est constamment sur leur dos et qui contrôle tout le temps, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de lâcher toute l'info, un maximum d'infos en continu, en continu, en continu. Alors, ce que ça a créé comme effet, c'est que ça a cassé cette dynamique, cette boucle-là qui tourne en rond sur je te contrôle, je ne te dis plus rien, je ne fais plus rien. Quand ici, on a joué de ce côté-là, tout en restant dans leur logique. Oui, elle est super contrôlante, elle est super chiante, etc. D'accord. Maintenant, vous la voulez hors de votre dos, alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez lui donner de l'info. Et en lui donnant de l'info, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, elle s'est rassurée. Et donc, du coup, ça a brisé le comportement. Le but d'un intervenant dans cette approche, c'est en fait de créer ce qu'on appelle une expérience émotionnelle correctrice qui est différente. Donc, une expérience de faire vivre quelque chose qui est différent. Parce que ça entraîne une autre boucle. Ok. Ça va, l'exemple vous parle ou vous pouvez poser des questions, hein? Moi, en tout cas, ça me parle. Je regarde les autres, ils sont très attentifs. Jacqueline a posé une question et je vais l'introduire là maintenant parce que tu parles d'une manager et du reste de l'équipe qui avait une vision du monde un peu différente. Mais je reprends la question de Jacqueline qui disait mais comment faire avec une équipe lorsque chaque individu a son propre monde et sa propre vision du monde? Ce qui est déjà, c'est difficile de répondre comme ça dans l'absolu parce que ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi le problème de cette équipe. Hein? D'ailleurs, en fait, j'en reviens à cette grille. Est-ce que j'ai mis la grille là? Pardon. La grille, il y a une grille en fait de questionnement. Et en premier lieu, c'est quoi le problème? Donc, parce qu'en fonction du problème donné,
et en fonction de l'objectif que les uns et les autres ont, en fait, il n'y a pas à utiliser chaque personne. Il faut taper là où c'est le plus pertinent. On n'est pas obligé d'intervenir sur toute une équipe pour changer la dynamique d'une équipe. Parfois, il suffit d'une personne, mais il faut la bonne. Il faut arriver à tomber sur la bonne. Ouais. Et donc, du coup, là, on n'est pas en train d'essayer de répondre à des besoins personnels de chaque personne. On est en train de répondre à un besoin qui concerne tout un système. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici le mode d'intervention stratégique, c'est la définition du problème, l'identification de l'équilibre dysfonctionnel, hein, quelles sont les tentatives de solutions qui font que du coup, ces déséquilibres il reste tel qu'il est, et toute l'identification du potentiel relationnel. Alors, ce que j'entends potentiel relationnel, c'est justement aller identifier qui sont les gens sur lesquels intervenir pour changer toute une dynamique. Parfois, c'est tout le monde. Parfois, c'est juste 2 personnes. Parfois, c'est une personne. Ce n'est pas forcément tout. Là, récemment, j'ai intervenu dans un hôpital et avec un conflit, mais monstrueux. Donc, j'ai intervenu à plein de niveaux différents. Mais là où ça a été je dirais le plus flagrant, parce que c'était là où le problème était le plus visible, c'était au niveau d'une personne qui avait été mise comme bouc émissaire, je dirais, par tous les autres, en disant c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. D'ailleurs, il a failli se faire virer. Ce qui se passait, en fait, lui, pour changer tout le système, je l'ai coaché lui. J'ai coaché une personne. En coachant une personne, et en plus, j'ai imposé le coaching. Donc, du coup, ça a été tout. On ne dira rien, Kuna, on ne dira rien. Non, voilà, ça faisait partie de l'intervention. J'ai proposé comme ça, j'ai dit ça sera lui. Ça a changé la dynamique de sa propre équipe et ça a changé la dynamique de son équipe. Il n'était pas le chef là-dedans, hein, mais ça a changé la dynamique de son équipe qui était en conflit avec une autre équipe. Donc, ça a changé 2 dynamiques en même temps. En travaillant sur ses tentatives de solution à lui, qui étaient des tentatives de solution de défense. Et la façon dont il se défendait, en fait, empirait le problème, quoi. Empirait le problème au sein de son équipe, empirait le problème avec l'autre équipe. Et donc, ça a fait un conflit pendant 5 ans. Voilà. Merci Kunan pour cet exemple qui, j'ai l'impression, je regarde les questions, on est comme dans la conversation, qui peut-être répond déjà pas mal à des questions puisqu'il y avait comment savoir sur quel comportement s'appuyer, pourquoi pas celui de la manager. Stéphanie posait la question. Moi, j'ai cru comprendre ce que tu disais. Maintenant, oui, c'était vraiment un regard complet et aller chercher, essayer de trouver le bon domino qu'il fallait pousser pour faire tomber toute la chaîne et que voilà. Et c'était stratégique. Et donc, probablement qu'effectivement, peut-être que même qu'un autre coach systémique que toi aurait touché un autre domino, aurait peut-être été vers le comportement du manager et pas le comportement d'un des collaborateurs. Hein. Je te vois faire oui, donc je suppose que ce que je raconte a du sens. Tout à fait, tout à fait. Puis, il y avait il y a ce lien aussi qu'on crée, hein, toute la relation, comme on joue avec, enfin je dis joue, on utilise vraiment toute la relation qu'on a avec chaque personne, chaque groupe. Faut vraiment le sentir, hein, il faut bien le sentir pour bien taper et pour ne pas perdre le lien. En fait, ce qui est important, c'est garder le lien aussi. Hein. Cela dit, je dis ça, c'est vrai et c'est pas vrai, parce que je dirais qu'il y a certains intervenants systémiques qui vont justement jouer sur une relation dite contraire, qui vont peut-être créer une espèce de sentiment antagoniste entre lui et le reste du groupe, pour que le groupe
se mettent ensemble contre lui. Oui. Donc ça, c'est aussi une stratégie. Hein. Bon, moi, personnellement, je ne le fais pas parce que je ne suis pas hyper à l'aise avec ça, mais je sais que ça peut se faire. Donc quand je dis qu'il y a la communication et la relation et l'outil est un outil important, c'est vraiment à tous les niveaux. Ok. Alors, il y avait Jean-François qui demandait comment tu procédais, interview individuelle, discussion en équipe, avec ou sans manager. Je pense que là, tu commences à bien montrer que chaque intervention est différente et qu'en fonction de la stratégie, tu vas aller vers une personne ou vers le groupe avec ou sans le manager. Il y a Jacqueline qui demande aussi, dans l'exemple que tu viens de donner, comment tu as juste coaché une personne, il n'y a pas un risque de stigmatisation de cette personne? Mais non, justement. Parce que, en fait, la première question que j'ai posée à cette personne, je lui ai dit, vous devez vous demander pourquoi c'est vous qui êtes coaché. Hein. Alors, lui, évidemment, il fait oui. Alors, et j'étais, je dirais, tout à fait honnête avec lui. C'est parce que, quand je parle de potentiel relationnel, c'est vraiment à tous les niveaux. Il se trouve que cette personne-là, pourquoi je l'ai choisi? D'une part, il était au centre de tous les conflits. Et ça, il le voyait aussi. D'ailleurs, ça le mettait lui en difficulté puisqu'il passait en conseil de discipline. Et qu'il se trouve qu'il avait un relationnel de dingue, en fait, voilà, une aura, un impact très très fort sur les autres personnes. Si on se réfère à une autre grille de lecture, hein, si je prends l'analyse transactionnelle par exemple, on appelle ça un leader psychologique, quoi. Le gars, sans être chef, il a un impact, il a une présence, une aura qui est là. Alors, et je le lui ai expliqué, et en disant, mais c'est déjà, je le coach pour lui, parce que là, manifestement, il est un peu dans la mouise, hein, puisqu'il risque de se faire virer. En plus, c'est le bouc émissaire, donc c'est quand même pas très sympa. Donc c'est quand même bien de sortir de là aussi. Et en plus, il a ce potentiel. Et je lui ai dit tout simplement. Maintenant, c'est pas quelque chose à dire tout le temps, ça dépend des gens évidemment, mais dans ce cas précis, c'était la stratégie que j'ai utilisée. Je le lui ai dit pour en fait tissé une relation de confiance entre lui et moi, quand bien même je l'ai désigné comme coaché. Okay. Merci Kwinan. Alors peut-être une question, et puis après on reviendra parce que je vois le temps qui tourne aussi sur les 2-3 dernières choses qu'on voulait partager. Mais il y a une question de Béatrice pour savoir, tu procèdes toujours par interview ou tu as aussi des questionnaires qui peuvent t'apporter de l'information? Non, je n'ai pas de questionnaire, je fais par... en fait, le premier entretien se fait avec le client principal, celui qui demande. Hein. La plupart du temps, celui qui demande, il y a de fortes chances que ce soit une ressource pour pouvoir intervenir. Parce que celui qui demande est souvent celui qui est le plus à mal et qui a tout à gagner à changer les choses. Maintenant, en fonction de ce qu'il dit, je demande ou pas à rencontrer le reste de l'équipe. Alors, la plupart du temps, plus la personne va me dire c'est à cause de l'autre et moi je suis géniale, plus j'ai une tendance à vouloir voir les autres. Parce que la personne en face de moi, en l'occurrence, ne va pas faire preuve d'une extrême lucidité sur sa façon d'être, quoi, ou de réagir, même si je pose les questions. Si je fais face à quelqu'un qui est quand même très lucide et qui très rapidement va capter sa part de responsabilité, mais pas en disant c'est de ma faute ou quoi, mais en comprenant le côté sans rentrer dans le jargon, mais de boucle d'action et rétroaction, il n'y a pas forcément besoin de voir les autres. Je n'ai pas de règle par rapport à ça. C'est d'où
je dirais, la subtilité de ce genre d'intervention, c'est parce que ça change à chaque situation. Et donc, en fait, je rejoins complètement le concept de constructivisme, hein, parce que je prends ce qu'il y a et je construis avec. Hein. Et tout le côté qualité émergente du système. Ok. Il y a encore 2 questions, mais je vais les garder peut-être pour après, pour avancer et pour peut-être se lier un petit peu plus au titre du webinaire. Mais en fait, par rapport aux autres techniques de coaching, c'est quoi les bénéfices de cette technique-là? Alors, quelque chose qui est important, c'est qu'on ne pointe jamais du doigt un coupable dans cette technique-là, puisque vous allez rentrer dans la logique des uns et des autres. Donc, il y a personne qui va se sentir coupable, c'est de ma faute, ou quelqu'un qui va... on n'alimente jamais le pointage de doigt. La culpabilisation, le pointage de doigt, c'est... Non. Donc, chacun se sent compris. Et comme chacun se sent compris, en fait, vous emmenez avec vous tout un système entier vers une démarche de changement. Il n'y a personne qui va laisser pour compte en chemin. En fait, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est que c'est très pragmatique et que ça donne des résultats assez rapides. Parce qu'on reste complètement dans le présent et on fait, on parle de l'action. Alors, ça peut choquer fort les coachs, notamment ICF, où la prise de conscience est censée être préalable à l'action. En fait, ici, non, on s'en fout de la prise de conscience. Elle peut apparaître après. Mais ce qui est important, c'est l'action pour pouvoir vivre quelque chose de différent. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience émotionnelle correctrice. Et après, oui, il peut y avoir prise de conscience. Et donc, comme il y a action, ça va vite. Et c'est très concret, c'est très pragmatique. Et pour des gens, souvent en organisation, qui aiment bien le truc rapide, concret, le résultat qu'on voit, ça leur parle très fort. Ok. Merci, Queen-Anne. Je regarde en même temps les questions pour voir comment je les intègre. Avant de retourner vers les questions, je vais quand même voir maintenant parce que c'est un des éléments qu'on va introduire dans la formation. Il y en a les autres avec les autres séminaires, mais comment ça s'imbrique en fait avec les autres éléments? Qu'est-ce qui fait qu'on a mis ça dans la formation pour toi? Mais nous, on offre TGCA, donc Team and Group Coaching Academy, offre une formation en team et groupe coaching. Qui dit team et groupe parle de système. Et quand on parle de système, une des écoles en systémique, c'est l'approche de Palo Alto. Alors, comme j'ai la chance d'avoir été certifiée là-dedans, c'est vraiment clairement quelque chose qu'on peut utiliser parce que c'est une grille de lecture pour pouvoir justement traiter les dynamiques d'un système donné. Et comment est-ce qu'on peut le faire, nous, dans notre formation? Alors, le but, ce n'est pas d'aller vous faire 6 ans de théorie sur 10 jours, pas du tout, d'autant plus qu'il y a d'autres méthodes qui sont hyper intéressantes à utiliser aussi, mais c'est surtout de le faire d'une façon pragmatique, exactement comme ce qu'on fait en Palo Alto, c'est-à-dire vous faire vivre des choses. Le faire via par exemple des jeux de rôle, des mises en situation où on va vous demander d'utiliser ces grilles de lecture, donc une initiation à ces grilles de lecture, et vous demander d'intervenir, si vous deviez intervenir en tant qu'intervenant stratégique et systémique, avec cette grille de lecture-là, comment vous le feriez? Donc, c'est vraiment vous faire vivre la chose pour que vous sentiez, vous viviez le concept. Une appropriation du concept en le faisant. Ok. Et donc, c'est j'ai envie de dire, cumulatif avec les autres. En tout cas, ça permet d'avoir un autre regard encore qui va pouvoir nous aider
appréhender comment on fait évoluer un collectif. Je vois qu'il est 19h23, donc on commence tout doucement à devoir clôturer. Il y a des gens qui doivent nous laisser, donc je dis au revoir à tous ceux-là qui s'en vont. Il y avait quand même encore au moins une question qui pour moi était une question qui était assez sensible par rapport à ce que tu avais dit, c'était que si on n'intervient que sur une partie du système, comment s'assurer que le problème ne revient pas? En fait, un peu le côté durabilité d'une telle intervention. Comment tu vois ça, le côté durable d'une intervention? Parce que malheureusement, tu ne restes pas avec les équipes pendant longtemps. Bah, souvent, on dit quand on voit quelqu'un dans l'ombre, une fois qu'on l'a vu, on l'a vu, quoi. On ne peut plus l'ignorer. Donc, il n'y a pas de garantie à ce que les choses ne reviennent pas, ce qui, idéalement, tout comme la plupart des coachings, de toutes sortes d'interventions, c'est que il faudrait une phase de consolidation pour aller jusqu'au bout des choses. Alors, c'est quelque chose si on intervient en organisation, c'est idéalement quelque chose à négocier pour pouvoir justement s'assurer d'une meilleure durabilité de la chose, aller jusqu'à la consolidation des choses. Et donc, des team coaching, si on arrive et quelle que soit la méthode, on intervient à intervalles réguliers, genre tous les mois ou quoi, et pendant genre 3 à 4 fois, et puis idéalement les revoir 6 mois après ou 1 an après. Et en même temps, si j'ai bien compris et j'ai bien retenu le terme, c'est aussi l'expérience émotionnelle corrective. Au plus elle sera forte, et au plus elle sera puissante, au plus elle va ancrer le changement de comportement, si j'ai bien compris. C'est ça, toute la stratégie d'aller trouver le bon endroit où appuyer. Oui. Pour en revenir à l'exemple de la personne qui a été bouc émissaire, je pense que ça a été un des je dirais, les feedbacks qui m'ont fait le plus chaud au cœur. D'une part, il m'a dit ça m'a changé ma vie, je suis beaucoup plus serein, je suis beaucoup plus heureux. Et là, je dirais, je réinterviens dans ce même département, mais à d'autres endroits. Mais en tout cas, le conflit sur lequel j'avais intervenu n'est plus. Et ça fait 1 an et demi. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Alors, avant de clore et de redonner la parole à nos participants pour un autre clôture, s'il y a un challenge que tu devais relever de ce type d'approche, ça serait quoi? Pour l'intervenant, bien évidemment, pour le coach. C'est maîtriser la subtilité du modèle. Parce qu'en fait, la théorie, elle est relativement simple à comprendre. C'est vraiment la maîtrise de la subtilité. Savoir danser avec la relation, la communication, avoir tout le temps en tête cette logique stratégique et ne pas retomber dans ce qui semble être logique. Parce qu'il n'y a rien à faire dans notre culture en Europe occidentale en tout cas, eh bien, on a été tellement formé à une logique relativement linéaire et cartésienne qu'il y a cette tendance naturelle à vouloir expliquer les choses. Et donc, de soi-même, de savoir s'extraire de ça. On continue pour justement rentrer dans quelque chose qui peut être contre-intuitif. Ok, merci beaucoup, Kwinan. Un ou deux mots, ou peut-être l'apprentissage spécifique que vous avez eu aujourd'hui, quelque chose qui vous a marqué dans ce webinaire aujourd'hui. Voilà, moi j'ai commencé à partager l'écran de WooClap, donc le mot intéressant revient apparemment beaucoup puisqu'il est bien gros, mais efficace, top, à creuser. Ouais, ça ouvre autant de questions que ça me donne de réponses. Super, je vous laisse encore
quelques secondes pour partager vos mots. Je vous remercie de votre attention. Kunan, je te remercie de tout ce que tu as partagé avec nous ce soir. Voilà, pour moi c'est bon. Kunan, tu veux un dernier mot de la fin? Merci d'avoir participé. Moi, j'étais ravie de pouvoir partager